Le burn-out, maladie professionnelle, point d'interrogation. On va maintenir le point d'interrogation. Claire Hédé, bonjour. Bonjour. Tariq Chakor, bonjour. Bonjour. Alors, vous me corrigez si je fais erreur, c'est plus simple. Alors, Claire, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil. Tout à fait. C'est ça. Vous êtes à l'IUT Créteil-Vitry. Absolument. Et vous êtes membre de l'IRG, l'Institut de recherche en gestion, le laboratoire de recherche de l'Université Paris-Est en gestion. Exactement. C'est ça. Tariq, vous êtes maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes membre de l'IREG, qui est le laboratoire de recherche de l'Université Savoie-Mont-Blanc, en gestion. En gestion, voilà. et économie. Et vous êtes maître de conférence, donc à l'Université de Savoie. Tout à fait. Et donc, le burn-out. Alors, c'est vrai qu'on ne parle que de ça. On parle que de stress, on parle que d'épuisement, et cette chose très particulière qui est le burn-out. Voilà. Alors, Claire, est-ce qu'on peut définir concrètement ce qu'est le burn-out ? Absolument, on peut le définir, mais pas depuis si longtemps que ça, puisqu'en fait c'est un concept qui a été défini dans ses différentes dimensions dans les années 80. Ce sont des psychologues qui ont nommé un phénomène observé tout d'abord dans les métiers dits de relations d'aide chez les soignants, donc Freudenberger dans les années 70, puis Christina Malzak. Donc Freudenberger était un thérapeute en fait, et Christina Malzak est une chercheuse en psychologie, et c'est elle qui a vraiment conceptualisé le burn-out comme un syndrome tridimensionnel, donc avec 3 dimensions. Une dimension dite de fatigue émotionnelle, donc de perte d'énergie, de tout ce sentiment de ne plus pouvoir se lever le matin pour aller faire ce qu'on faisait habituellement. Une dimension dite en anglais de dépersonnalisation, en français c'est plus compliqué à traduire, on parle parfois de cynisme ou de déshumanisation ou distanciation, c'est le fait de se renfermer sur soi, de ne plus être en contact avec ni ses collègues, ni ses patients pour les soignants, ni les bénéficiaires de l'activité qu'on occupe. Et enfin, une troisième dimension, c'est le sentiment de perte d'accomplissement personnel, c'est-à-dire le fait d'avoir le sentiment qu'on ne développe plus de compétences et que ce qu'on fait n'a plus de sens. Et la caractéristique du burn-out par rapport on va dire, aux autres troubles psychosociaux, c'est qu'on l'appelle aussi pathologie de l'engagement. C'est-à-dire que ce n'est pas un syndrome qui arrive à n'importe qui. Il touche des personnes qui sont particulièrement impliquées dans leur travail. C'est pour ça qu'il a été observé d'abord dans les métiers de relations d'aide, parce que, à moins d'être, et c'est une extrême minorité qui peuvent l'être chez les soignants parfaitement pervers, c'est très très rare, la majorité des personnes qui s'engagent dans ce genre de métier le font avec un fort idéal social de départ, une volonté de soigner, de réparer, et donc dans une dimension aussi affective et émotionnelle très forte. Et quand c'est dans ce métier-là, un certain nombre de facteurs viennent empêcher la réalisation d'un bon travail, d'un travail de qualité, les opérateurs, les agents, quel que soit leur niveau de responsabilité d'ailleurs, peuvent rapidement parfois, et parfois c'est plus long, se ressentir impuissant et donc ressentir ces 3 dimensions, alors, successivement, progressivement, mais c'est quand les 3 apparaissent qu'on parle vraiment de burn-out, et en français on dit syndrome d'épuisement professionnel. Qu'est-ce qu'on apprend dans les débats, Tariq, autour de cette reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle? Alors déjà, avant de parler de la reconnaissance, il y a une chose qui est tout à fait positive, c'est que l'on parle du burn-out. On parle des affections psychiques. Il fut un temps où on n'en parlait absolument pas. C'était totalement tabou de la part des employeurs, mais également de la part de certains salariés, de la part de salariés. Historiquement, rapidement, on a vu vraiment émerger les affections psychiques suite à l'ouvrage de Marie-France Irigoyen sur le harcèlement au travail, le harcèlement moral. Ensuite, on a vu émerger différents échanges, différents débats, différentes controverses autour du stress au travail, de la souffrance au travail, des risques psychosociaux. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de qualité de vie au travail, de bien-être, mais également donc de burn-out. Donc c'est déjà intéressant, dans un premier temps, de pouvoir parler de ces affections psychiques. Ensuite, on a vu évoluer également, le nombre de textes de loi autour de ce phénomène-là. Rapidement, quelques exemples, la loi de modernisation sociale de 2002 qui a parlé de la santé mentale au travail, la santé mentale des travailleurs. L'accord national interprofessionnel de 2008 sur le stress au travail, récemment la loi sur le dialogue social de 2015. Donc il y a eu une évolution autour de ces thématiques. On arrive à en parler, les employeurs arrivent à en parler.
petit à petit a émergé l'idée d'une reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. En quelques mots, la maladie professionnelle, c'est un système donc, tel qu'il existe dans la sécurité sociale. Il existe des tableaux de maladies professionnelles. À l'heure actuelle, à ce jour, il en existe 98, la dernière maladie professionnelle étant la sciatique. Ces maladies sont donc des affections, aucune psychique pour l'instant, essentiellement physique, même uniquement physique, qui permettent de présumer automatiquement de la responsabilité de l'employeur par rapport au fait que les personnes qui travailleraient dans certaines conditions et qui seraient exposées à certaines situations de travail, si elles déclenchent certains symptômes, pourraient être automatiquement reconnues comme étant sous le régime de la maladie, étant malades professionnellement et donc engageant la responsabilité de l'employeur. Aujourd'hui, il existe un débat autour de la reconnaissance, comme je l'ai dit, du burn-out comme maladie professionnelle, sauf que ce type comme l'a très bien dit Claire, ce type d'affection, ce type de maladie psychosociale ou de risque psychosocial présente des spécificités qu'on ne retrouve pas dans les autres risques physiques, les autres risques professionnels dits traditionnels, les risques physiques, les risques chimiques, etc. Le burn-out et plus globalement l'ensemble des risques psychosociaux présentent un caractère multifactoriel, d'où la complexité d'établir un lien de cause à effet entre une exposition et une manifestation de certains symptômes. Donc aujourd'hui, les débats portent sur cela et nous pensons avec Claire que la reconnaissance du burn-out en tant que maladie professionnelle ne sera pas la solution à tous les problèmes, loin de là. Loin de là. Alors comment le management doit prendre en compte le burn-out, voilà, ces risques autour du burn-out et comment ça interagit avec cette reconnaissance Alors, l'approche ne peut pas être la même que pour, on va dire, les autres types de risques. Si on admet qu'on a cette terminologie de risques psychosociaux qui fait débat, puisque les troubles psychosociaux ne résultent pas de la même mécanique, comme vient de le dire Tariq, que les autres types de risques chimiques, qui sont liés parfois à des physiques, etc., comme il ne faut pas dire. Donc, l'approche ne peut pas être la même. Néanmoins, la clé, il nous semble, et quand je dis il nous semble, j'ai envie de parler un peu collectivement au nom des chercheurs en sciences sociales qui se penchent sur le sujet depuis quelques temps, et en particulier, je vais me permettre de citer Michel Golac et Yves Clos, sociologues et psychologues, qui ont écrit ensemble Le travail peut-il devenir supportable, pour plaider pour remettre le travail au centre des discussions, assumer le conflit autour de la qualité du travail, et non pas se mettre comme objectif un bien-être au travail ou une qualité de vie au travail, mais bien remettre le travail au centre des échanges. Donc il ne s'agit pas de nommer des happiness officers ou de se dire que le lieu de travail doit être un lieu où tout le monde doit être bien, point. Il s'agit de mettre au centre des échanges, des instances existantes, mais aussi parfois créer d'autres instances, comme les espaces de discussion, la question de l'activité, de pourquoi on est là, pourquoi on travaille comme on travaille, et pourquoi est-ce qu'il y a, donc tout ça, ça vient de la clinique de l'activité, hein, ce n'est pas les sciences de gestion qui ont produit ce genre de vocabulaire, un écart entre le travail réel et le travail prescrit, et comment est-ce que cet écart qui est nécessaire, qui est normal, peut à un moment donné être, on va dire, travaillé, faire l'objet d'échanges pour éviter que les opérateurs se retrouvent seuls, isolés, dans un mal-être qui naît par rapport à l'écart qu'il y a entre le sens qu'ils veulent donner à leur travail et leur conception du travail bien fait et les injonctions avec lesquelles ils ont affaire. Donc, en quelques mots, remettre le travail au centre des débats. Il n'y a pas d'outil magique. Et nous pensons vraiment que le manager a un rôle clé dans cette remise du travail au centre de la discussion, au centre de la réflexion, au centre de l'organisation du travail et de son organisation. C'est vraiment un acteur clé qui est positionné à une place stratégique entre le terrain et les injonctions venant de plus haut dans l'organisation. Donc, nos travaux s'orientent vraiment sur le rôle notamment des managers de proximité, le rôle de ces organisateurs du travail qui sont au contact de ce fameux travail réel. Et nous pensons vraiment que les sciences de gestion et le management a énormément apporté pour l'amélioration de la santé au travail et du travail. Dans une société d'organisation, remettre le travail au cœur, parce que c'est aussi une réflexion sur l'ensemble de la société. Hein, c'est pas confiné dans les frontières d'une organisation. Merci beaucoup Claire, merci Tariq. Merci Jean-Philippe.